Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux. Donc, je vais vous parler de l'évaluation des besoins des patients à domicile par une équipe de soins palliatifs, une équipe territoriale, celle de Sainte-Élisabeth, où je suis le médecin. Donc, pour rappel, il y a le pôle de soins palliatifs des Bouches-du-Rhône, PSP 13, qui comprend une cellule de coordination, RSP 13, qui est ici même, les bureaux sont ici même à Saint-Thomas-de-Villeneuve, et 5 équipes territoriales, une de Saint-Thomas-de-Villeneuve, donc toujours ici, une de la maison de Gardanne, une de l'hôpital de Salon, et à Marseille, celle de l'hôpital Saint-Joseph et celle de la clinique Sainte-Élisabeth. Donc nous avons un numéro unique et une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, chaque équipe se compose d'un médecin, 3 IDE, une psychologue coordinatrice qui va, s'il y a des besoins sociaux, s'il y a besoin d'un soutien, de psychologue. La psychologue coordinatrice va envoyer un psychologue libéral à domicile et nous finançons plusieurs consultations à domicile. Une secrétaire, un cadre de santé et une assistante sociale pour environ 2 équipes. Les assistantes sociales se trouvent ici à Saint-Thomas-de-Villeneuve avec la cellule de coordination. Donc, nous recevons des dossiers de patients en soins palliatifs à domicile et nous allons évaluer leurs besoins. Donc, nous organisons une visite avec le patient, ses accompagnateurs, son équipe soignante, si possible son médecin traitant et généralement un binôme de l'équipe territoriale. Le binôme, c'est souvent un médecin, une infirmière, ou bien 2 infirmières, ou bien une infirmière, un psychologue, ou parfois on est obligé d'aller tout seul, mais le plus souvent on préfère y aller, avoir 2 visions, donc y aller en binôme. Notre mission, donc l'équipe territoriale porte la culture palliative à domicile. Nous n'allons pas nous substituer aux soignants déjà présents, nous sommes là en soutien pour apporter notre expertise. Donc les infirmières du domicile continuent leur travail, le médecin traitant continue à prescrire. Par contre, s'il y a besoin de prescription hospitalière, nous allons en concertation pouvoir faire ces prescriptions. Donc nous essayons d'améliorer le confort des patients, de leurs familles et de leurs soignants, tout en respectant les choix et les désirs de la personne malade, ainsi que de ses aidants. Donc nous avons eu l'idée, en 2011, de faire un audit en tirant au sort 50 dossiers et nous avons pu voir les besoins des patients qui étaient suivis, soit lors de l'évaluation, soit tout au long de la prise en charge. Donc en 2011, c'était un an après la création du réseau tel qu'il est maintenant. Donc c'était en tout début de réseau et nous avons eu l'idée de faire cet audit à cette époque-là et nous avons eu l'idée de le recommencer 10 ans après, en 2021. Donc, les besoins, donc vous allez voir, pour les mathématiciens c'est un peu dur parce qu'on dépasse bien les 100%, étant donné que les personnes ont souvent plusieurs besoins. Donc, en priorité, donc, c'est les besoins en conseil thérapeutique dans 90% des cas. Le besoin personnel, peut-être que vous ne voyez pas bien, mais je vous le dis. Le besoin personnel soignant, 80% des cas. Les besoins sociaux dans 78% des cas, les besoins en matériel dans 66% des cas et les besoins en conseil éthique dans 60% des cas. Voilà. Alors le besoin, c'est tel que celui que nous évaluons au début de la prise en charge. Par exemple, un patient qui a déjà des infirmières, ce n'est pas un besoin qu'on évalue, il a déjà. Et par contre, quelqu'un qui n'a pas d'infirmière et qui en a besoin, et si on le met en place, on l'a comptabilisé comme un besoin, qui n'est pas forcément concrétisé d'ailleurs. Parfois, on dit que le patient a besoin d'une
d'un fauteuil roulant, finalement il ne le veut pas, donc on a évalué le besoin, mais ce n'est pas forcément concrétisé. Parce que la prise en charge est trop courte ou pour une autre raison. Donc en 2021, pardon, donc 10 ans après, on a fait exactement le même audit en prenant au sort 50 dossiers de l'équipe mobile. Et on a vu que les besoins d'aide à la réflexion éthique, par exemple, ont beaucoup diminué. C'est passé de 63% à 18%. Les besoins en matériel aussi ont diminué de moitié, passant de 66% à 32%. Et le besoin en personnel soignant également a diminué de 89% à 64%. Du coup, ils étaient peut-être déjà en place. Du coup, nous avons émis des hypothèses. En fait, on a constaté une meilleure information des patients de la part des médecins hospitaliers référents, surtout les oncologues, parce que la plupart de nos patients sont en soins palliatifs et sont cancéreux, et par aussi les équipes mobiles intra-hospitalières qui se sont étoffées, pour lesquelles on a demandé un avis le plus souvent dans les services. Donc tout ça a fait qu'il y a ce changement probablement. Donc on a constaté une meilleure anticipation des sorties d'hospitalisation et la présence accrue en 10 ans des prestataires de services de soins à domicile, par exemple Probas et Experf, donc, qui ont participé à cette soirée. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres prestataires qui sont présents ici aussi, et je les remercie. Donc, voilà. Donc, les besoins d'aide pour revenir aux besoins d'aide à la réflexion éthique, donc en 2011, il s'agissait beaucoup du maintien ou de l'arrêt de l'alimentation, du maintien ou de l'arrêt d'un traitement, dont les transfusions, de l'arrêt ou non des bilans complémentaires. On discutait beaucoup sur l'acharnement thérapeutique et les directives anticipées. Mais en 2011, on n'avait pas eu l'idée de vraiment quantifier chaque point, ce qu'on a fait en 2021. Donc en 2021, c'est surtout les discussions dans plus de 60% des cas sur l'alimentation. Dans 20% des cas, la discussion sur l'arrêt ou non des transfusions et les discussions sur l'acharnement thérapeutique. Dans moins de 10% des cas, on a discuté la demande de sédation ou les explications sur la sédation et aussi le bien fondé ou non de mise en place d'endoprothèses. Alors là, je suis un peu étonnée par le résultat. Peut-être que ça vient du tirage des 50 dossiers. Il y avait plus de discussions à propos des endoprothèses, mais moi, dans mon idée, c'est un peu surévalué. Le besoin matériel, donc il peut s'agir de réhausseur de cuvette si le patient présente une asthénie importante qu'il a du mal à se relever. Les sièges pivotants de baignoire pour sécuriser la toilette. Les barres d'appui, les lits médicalisés, les matelas anti-escar, les coussins de positionnement, les fauteuils confort, les chaises garde-robe, c'est l'appellation chic de la chaise pot. Ensuite, le soulève malade, la Scala mobile et la Via mobile, ce sont des dispositifs d'assistance électrique pour en fait passer quelques marches. Pour que les fauteuils roulants puissent passer quelques marches ou carrément un étage. Et ensuite, la Via mobile, c'est si l'aidant est très flué par rapport au patient, donc pour le pousser dans la rue ou sur les trottoirs. Nous avons aussi la possibilité d'intervention d'ergothérapeute. Donc, les besoins matériels ont diminué. Pourquoi? Parce que c'est mieux anticipé, donc c'est déjà à domicile. Donc, ça a diminué de moitié. On a toujours la mise en place des matelas à air quand le patient se gravatise, le lit médicalisé, le siège de bain pivotant.
À moindre pourcentage, le rehausseur de toilette, le coussin de positionnement, les fauteuils confort, le fauteuil de transfert et très épisodiquement le siège garde-robe, lève-personne et scala mobile. Alors la scala mobile, il nous est arrivé plusieurs fois pour les patients qui voulaient absolument sortir mais qui étaient arrêtés par quelques marches dans leurs immeubles. Donc on mettait en place la scala mobile, mais c'est très cher et pour avoir les financements, c'est assez difficile. Donc les assistantes sociales, ça leur donne beaucoup de travail. Voilà, par contre, les besoins, bon, toujours pareil, les besoins personnels soignants ont diminué de 89% à 64%. Les besoins psychologues, donc c'est la psychologue qui va parler tout à l'heure, ont encore augmenté. Les besoins en IDE ont diminué, mais parce qu'elles sont déjà en place. Hein, tous les patients en soins palliatifs ont besoin d'une IDE libérale à domicile. Ça a diminué parce qu'elles étaient déjà en place. Le médecin traitant, il est quasiment toujours en place. Les prestataires, donc c'est resté... En fait, c'est pas nous qui mettons en place les prestataires, c'est toujours quasiment à la sortie d'hôpital. Donc les patients sortent avec des prestataires. Donc nous, c'est très rare que nous les mettons en place, mais ça peut arriver, et surtout en urgence. Les hospitalisations ont un peu diminué. Les sophrologues ont complètement disparu, mais ce n'est pas le besoin qui a disparu, c'est le financement. Parce qu'au début, on avait un financement pour les sophrologues, mais après, on ne l'a plus eu. Les kinésithérapeutes ont un petit peu diminué parce qu'ils sont souvent déjà en place. L'ergothérapeute, on l'utilise parfois. Et les orthophonistes, ça a un peu augmenté parce qu'on a eu plus de patients avec des atteintes neurologiques. On peut noter également la possibilité de mettre en place des bénévoles. Donc je sais que vous êtes nombreux ce soir, je vous en remercie. Les bénévoles à Sainte-Élisabeth, nous pouvons, quand les patients sont vraiment isolés, qu'ils éprouvent un besoin, on peut faire intervenir soit les bénévoles de Jalmave, soit les bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Et s'ils ont des demandes, par exemple, si c'est des patients qui étaient très pratiquants, qui allaient à la messe, qui veulent le contact avec des bénévoles, nous pouvons faire intervenir aussi les bénévoles de l'aumônerie de Sainte-Élisabeth. Donc ça nous est arrivé. Donc les hypothèses, c'est toujours les mêmes. Meilleure anticipation des retours à domicile, c'est pour ça qu'on a vu les besoins diminuer. La disparition du recours à la sophrologie, mais ça c'était par arrêt du financement, je vous l'ai dit, et la diminution des recours aux kinésithérapeutes, soit par anticipation par les médecins hospitaliers, ou même par les médecins de ville, mais aussi difficulté d'en trouver à domicile. Par contre, au niveau des besoins sociaux, on a pu noter une légère augmentation. Donc, surtout la mise en place d'APA, qui a augmenté considérablement de l'ordre de 10%, c'est monté jusqu'à 45%. Donc, l'APA, c'est l'aide pour les personnes âgées, pour l'autonomie des personnes âgées. Et s'ils ont moins de 60 ans, c'est la location adulte handicapé. Il y a eu aussi une grosse augmentation pour les prestations sociales exceptionnelles. Ça, c'est par exemple tout ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, les couches de protection, les alaises, les médicaments non remboursés. En fait, selon le revenu des patients, ils peuvent avoir une aide financière pour cela. Les gardes malades ont diminué, tandis que les auxiliaires de vie ont beaucoup augmenté, les aides de ménagères ont diminué. Donc je pense que globalement, ça revient à peu près au même si on regarde les trois catégories de professionnels. La téléassistance est restée à peu près stable, le portage des repas aussi. Par contre, la demande de logement a beaucoup augmenté et les demandes d'aide financière ont aussi beaucoup augmenté. L'intervention de TISF,
c'est-à-dire technicien de l'intervention sociale et familiale, a augmenté. Ça, c'est pour notamment aller chercher les petits enfants à l'école ou pour l'aide aux devoirs. Peut-être que notre population de patients en soins palliatifs a rajeuni. On a eu à s'occuper de plus d'enfants de ces personnes, malheureusement, en soins palliatifs. Et les demandes sociales post-décès ont aussi beaucoup augmenté. Donc, nos assistantes sociales, parfois, s'occupent encore des patients ou de leur famille quand les patients sont décédés. Alors, nos hypothèses. Peut-être une amélioration de notre questionnaire au niveau social, parce qu'au début, on n'était pas bien habitué. Comme c'est une infirmière ou un médecin qui font l'évaluation sociale, au début, on n'était pas au courant de tout, mais à force, on s'est amélioré. Et peut-être une diminution du temps de travail pour les assistantes sociales hospitalières à l'aboutissement de démarches longues, par exemple les demandes d'APA, du fait d'une durée d'hospitalisation raccourcie par la crise du Covid ou par la T2A. Enfin, c'est des hypothèses. Nous avons cependant constaté une paupérisation de la population et surtout, depuis la crise humanitaire des logements à Marseille, suite à l'effondrement de plusieurs immeubles à la rue d'Aubagne, on a eu beaucoup de personnes qui ont été relogées, même temporairement. Il nous est arrivé de faire des visites de nos patients dans des hôtels où ils étaient logés pour une période de rénovation de leur logement. Et du coup, comme il y a eu pas mal de personnes qui avaient de nouveaux logements ou de meilleurs logements, souvent, certains patients demandaient à changer de logement quand ils trouvaient le leur trop vétuste. Donc, on a eu beaucoup plus de demandes de changement de logement. Par contre, les besoins en conseil thérapeutique ont augmenté encore. Ils sont passés de 90% à 96%. Donc, évidemment, ce qui dépasse tout à plus de 140%, c'est tous les symptômes d'inconfort, et notamment la douleur. Augmentation des ordonnances hospitalières. Donc, on a été obligé de prescrire parce qu'il y a plusieurs molécules qui sont exclusivement hospitalières. Donc, le médecin traitant ne pouvait pas les prescrire et c'est nous qui les prescrivons. Augmentation des ordonnances de midazolam. Par contre, on voit une diminution des avant-soins. C'était connu qu'il fallait faire des avant-soins à domicile au fil du temps. Diminution des soins de bouche. Il y a aussi l'utilisation de l'astreinte, donc ça a augmenté de 40%. L'arrêt des traitements, du traitement PEROS, passage à l'IV, ça a beaucoup augmenté aussi. Par contre, la mise en place des échelles douleurs et la mise en place des traitements pour les douleurs neuropathiques, ça a plutôt diminué parce que tout le monde est au courant maintenant. Donc, nos hypothèses, c'est une bonne diffusion de la culture palliative en ce qui concerne les soins de bouche, les avant-soins, l'utilisation des échelles douleurs et le dépistage des douleurs neuropathiques et le traitement aussi. Cependant, augmentation des conseils thérapeutiques pour les symptômes d'inconfort, augmentation des prescriptions car retour à domicile, souvent après hospitalisation, les patients classiquement, ils retournent souvent à domicile avec des prescriptions hospitalières. Alors le plus classique, c'est PCA de midazolam et PCA d'oxycodone IV. Donc on continue à faire les prescriptions. Ensuite, augmentation de l'utilisation de l'astreinte par diminution du nombre de médecins traitants se déplaçant à domicile et joignables 24 heures sur 24. Parce qu'en fait, il y a plus, selon les quartiers, il y a plus d'insécurité. La population de médecins traitants en ville a vieilli. La densité médicale a diminué. Et peut-être la profession s'est encore plus féminisée au fil des temps.
Donc j'en profite, puisque vous êtes nombreux, pour vous rappeler les avant-soins. Donc les avant-soins, c'est pour prévenir les douleurs induites par les soins. Donc si le patient souffre pendant que vous faites un soin, il faut essayer que ça ne se reproduise pas, donc il faut le prévenir. Donc à peu près tous les avant-soins se mettent en route au bout d'1 heure. Donc si c'est du perfalgan IV, c'est 1 heure. Si c'est du perfalgan Peros, bien sûr. Si c'est de la morphine par voie orale, aussi. Donc il faut penser à 1 heure. Les seules exceptions, c'est la morphine IV qui est plus rapide, de l'ordre de 15 minutes, et la morphine en spray, le fentanyl en spray nasal, qui serait de l'ordre de 10 minutes. Mais pour respecter l'AMM, il faut qu'il y ait une dose de fond et il ne faut pas plus de 4 prises par jour. Pour le dépistage des douleurs neuropathiques, donc c'est connu, le traitement est différent que celui des douleurs par excès de nociception. Donc c'est plus la morphine, il faut utiliser par exemple un antiépileptique de type le Neurontin ou un antidépresseur de type Laroxyl. Et la nouveauté de la SFDD, c'est-à-dire la Société française contre la douleur, c'est que le Lyrica a été rétrogradé en 2e intention. Donc on l'utilise à cause de ses effets secondaires. Et la kétamine, on peut l'utiliser à domicile, et c'est une forme IV qui s'utilise dans les douleurs neuropathiques. Les prescriptions anticipées, donc nous proposons aux médecins traitants de prescrire quelques médicaments pour constituer comme une trousse d'urgence pour que les patients en soins palliatifs puissent être soulagés rapidement. Donc le but étant que l'infirmier du domicile demande l'aval d'un médecin pour mettre en route une prescription anticipée. Et nous, si le médecin traitant n'est pas joignable, nous, avec l'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc nous pouvons donner l'aval pour une prescription anticipée. Alors on pense surtout, selon les pathologies, à l'encombrement pulmonaire, la dyspnée, la douleur, la fièvre, nausées, vomissements, anxiété ou décompensation diabétique dans les cancers du pancréas, par exemple. Ensuite, donc, nous laissons à domicile un tableau de prescription anticipée dans lequel nous cochons 5 à 6 ou 4 à 6 molécules parce que ça correspond à ce qui peut se passer de par la pathologie et le médecin traitant doit les prescrire s'il est d'accord. Donc ça marche bien, notamment avec l'astreinte. Pour soulager quelqu'un sur l'astreinte, on utilise les prescriptions anticipées parce qu'elles sont déjà à domicile. Les prescriptions hospitalières dont je vous parlais, c'est par exemple le paracétamol IV, le tramadol IV, le débrida IV, le midazolam, mais bientôt on va pouvoir le trouver en ville et les médecins traitants vont pouvoir les prescrire, mais j'espère qu'ils nous demanderont quand même notre expérience parce que c'est pas évident quand on l'a jamais manié. Certains antibiotiques également, la kétamine et l'oxynorm IV. Quand il y a des demandes de sédation de la part des patients, nous allons participer à la discussion collégiale, c'est-à-dire on va réunir des personnes, le médecin traitant, le médecin hospitalier, le médecin, nous on sert souvent de consultants pour voir si la demande est adéquate, si on peut mettre en route une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Voilà. La fiche urgence Pallia, pour les personnes qui désirent absolument rester à domicile, on laisse à domicile une fiche urgence Pallia pour les pompiers, pour qu'ils sachent exactement que faire et si possible pas transférer le malade. Enfin, comme ça, il y a tous les coordonnées, tout est regroupé sur cette fiche. Et c'est pratique pour les pompiers surtout, pour savoir quoi faire au moment où ils arrivent. Donc les 10 commandements de l'équipe territoriale de soins palliatifs de Sainte-Élisabeth, donc c'est un petit paragraphe
humoristique qu'on avait fait pour le journal interne de la clinique pour expliquer exactement ce qu'on faisait. Donc je vous le lis. Soins techniques que tu ne pratiqueras, j'ai mis pas, mais peut-être tu ne pratiqueras plus, mais tes conseils expérimentés tu donneras. Point de balade, quel que soit le domicile, tu iras et le suivi tu coordonneras. Famille, soignant de proximité, médecin traitant, avec diplomatie, tu soutiendras. En astreinte départementale, peu importe l'heure, au téléphone tu répondras. À soulager tous les maux, tu t'emploieras. Un soutien psychologique et spirituel, tu proposeras. Le bilan social, tu feras et des aides, tu enverras. Les comptes rendus, tu rédigeras. Et en respectant le secret médical, tu partageras. Avec le réseau des Bouches-du-Rhône, hebdomadairement, tu te réuniras. Le maintien à domicile, tu favoriseras tant que tu pourras. On a fait des verses, on a fait comme M. Jourdain. En résumé, les besoins des patients en soins palliatifs à domicile ont peu changé en 10 ans. Cependant, les patients et leurs proches ont toujours beaucoup besoin de nous. Nous essayons de leur apporter notre soutien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tenant compte de l'astreinte. Et pour passionnément, je le laisse à votre appréciation. Donc, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole. Je laisse la parole à Madame Solange Marcussi, qui est psychologue à l'équipe mobile des soins palliatifs de Hautes-Alpes. Alors bonsoir à tous. Donc, je suis Solange Marcussi, Barbier. Donc je suis psychologue à l'équipe mobile territoriale des Hautes-Alpes. J'ai un temps essentiellement de 70% sur l'équipe mobile et 20% à l'unité de soins palliatifs aussi de l'hôpital de Gap. Ça fait déjà pas mal de temps que je travaille dans cette équipe, 22 ans je crois, cette année, ça fait déjà pas mal. Donc moi ce qui m'a un petit peu, je vous propose, plus que, j'allais dire, je vais déjà faire un petit peu l'état des lieux. Je ne suis pas très chiffre, moi, je vous le dis tout de suite. Donc ça va être quelques focus un petit peu sur notre département. Et puis après, je vous livrerai à partir d'une situation clinique que j'ai rencontrée, entre autres, au domicile, mais pas que, quelques pistes de réflexion. Voilà. Il y a un truc qui ouais. Donc voilà notre beau département des Hautes-Alpes. Donc vous voyez quand même le territoire du nord au sud de ce département. Alors pour juste dire, j'ai oublié ma petite fiche, l'équipe se compose je vais parler uniquement de l'équipe mobile, de 3,5 équivalents temps plein d'infirmières, 2,5 équivalents temps plein de médecins, un mi-temps d'assistante sociale, 1,60 d'équivalent temps plein de psychologue, 80% de secrétaires, et puis aussi, je n'oublie pas aussi les bénévoles. Nous, on travaille essentiellement avec, alors je dis on travaille, oui, nous avons l'association Jeanne Malm qui est sur le territoire des Hautes-Alpes. Elle est composée de 15 bénévoles. Actuellement, il y a encore peu de bénévoles qui sont, on va dire, formés à aller à domicile, puisque de ce que je connais, il faut avoir une petite formation un peu complémentaire pour pouvoir aller au domicile. Et puis aussi, nous travaillons aussi avec la Ligue contre le cancer, où il y a aussi très peu de bénévoles pour l'instant.
Donc que ce soit Jeanne-Malve et la Ligue contre le cancer sont en cours de formation, mais c'est vrai que sur tout le territoire, par exemple, là j'ai échangé avec la secrétaire de Jeanne-Malve ce matin, pour un petit peu, puisque je savais que je vous rencontrais ce soir, et elle me disait que par exemple sur le nord du département, c'est-à-dire plus Briançon, il n'y a pas de bénévoles pour l'instant, que ce soit en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier. Donc, mais le peu qui y sont, ils existent bien. On va dire ça comme ça. Donc, ce qui est important pour les Hautes-Alpes, c'est de savoir que c'est un département qui est faiblement peuplé, mais donc doté d'un riche patrimoine naturel, de parcs nationaux, on les revendique. Le département des Hautes-Alpes est attractif. En 2006 et 2011, la population a ainsi augmenté 3 fois plus vite que la population régionale, pour atteindre 138 600 habitants. L'aire urbaine de Gap explique les 3/4 de cette augmentation. Donc là, un petit peu, c'est juste de voir un petit peu les variations, par exemple, de 2009 à 2014. Une économie renforcée par le développement du tourisme. La croissance a principalement profité à la ville de Gap et aux villes et villages des principales vallées. Mais le dépeuplement des zones les plus montagneuses et les plus difficiles d'accès n'a pas pu être compensé. La population s'élève à 140 706 habitants, donc ça, à la limite, voilà. La ville de Gap représentant près de 30% de la population. Donc, le département des Hautes-Alpes comporte 168 communes, ce qui vous donne un petit peu l'idée du découpage, je dirais, de nos interventions. Gap est la préfecture, la sous-préfecture et Briançon. Donc, le département s'étend sur une superficie de 5549 km². Je vous dis ça, moi ça me parle juste les kilomètres carrés. Parce qu'effectivement, quand on va à domicile, par exemple, c'est à prendre aussi en compte le nombre de kilomètres et le temps passé sur la route. Alors, bien évidemment, selon aussi, bien évidemment, les conditions climatiques, l'hiver, il y a quand même de la neige, quand même, surtout sur les hauteurs vers Briançon, dans le Cara. Et puis la neige, le tourisme aussi, il faut prendre en compte aussi. Et puis l'été, il y a beaucoup de tourisme. Là, il n'y a plus de neige, mais il y a beaucoup de tourisme. Et c'est vrai que ça ralentit aussi nos temps d'accès aux différents points, que ce soit dans les structures hospitalières et d'autres établissements, mais aussi, surtout, à domicile. Voilà. Donc, comme il est indiqué, le département des Hautes-Alpes est constitué de 9 bassins touristiques briançonnais, Pays des Écrins, Queyras, Pays du Guillestrois, Serponçon, Champsaur, Val-Gaudemar, Dégolie, Gafoncé, Val-Durance, Pays du Bouèche. Le secteur d'intervention de l'équipe mobile, partie la moins peuplée, la plus montagneuse de la région. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Alors, je reviens peut-être pas sur la... Pour vous dire, grosso modo, que la région sanitaire étant découpée ainsi, que même si on est dans les Hautes-Alpes, on intervient aussi dans le 0,4. On est à la limite aussi du 0,4, les Alpes de Haute-Provence. Par exemple, on est obligé quand même d'intervenir sur les communes de Barcelonnette, Josier, et depuis la fusion de l'hôpital de Sisteron avec l'hôpital de Gap, le Sisteronnais aussi, c'est aussi à augmenter notre champ d'activité. Pas forcément nos effectifs, comme ça. Donc ça, c'est une réalité aussi à prendre en compte. Donc ce territoire de 8500 km créé en 1995, enfin ce territoire de l'équipe mobile, ça, il y a une faute. Cette équipe mobile a été créée en 1995 et elle a été scindée en 2 zones d'intervention nord et sud, c'est ce que je vous disais, avec des équipes distinctes pour plus d'efficience. On est une seule et même équipe, mais en même temps on a alors ça ne serait pas très joli de dire des sous-équipes, mais 2 équipes au nord du département qui couvrent le Briançonnais, Briançon qui va pour certains jusqu'à Embrun, et le Gapençais Sisteronais
qui va aussi un petit peu à la limite entre, pour ceux qui connaissent un petit peu, entre Gap et Embrun. Donc c'est ce que je vous... le relief pendant les interventions aussi d'autant plus difficile, c'est ce que je vous disais, j'ai été un petit peu en avance. Depuis donc le rattachement, c'est tout ce que je vous ai dit, le temps qu'on vienne me dépanner. Donc voilà, c'est à prendre aussi en considération. Donc il m'a dit d'activer là. Donc juste, ça permet un petit peu et ça, je le tiens quand même de mon ancien chef de service, le docteur Alain Garnier, qui chaque fois dans tous les rapports d'activité, ça commençait toujours par une carte du territoire et mettant et là je ne l'ai pas fait, le nombre de kilomètres qu'on avait parcouru en une année. C'était vertigineux. Parce qu'on se disait, mais waouh, on a fait autant de kilomètres que ça. Mais oui, et effectivement, et ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée alors c'est vrai que 62 km, c'est pas très loin, mais il faut quand même mettre 1h18 quand tout se passe bien. Quand on n'a pas de poids lourd, parce qu'on n'a pas d'autoroute, on n'a pas de... Et donc ça, c'est quand même une difficulté à prendre en compte. Alors, juste, ça aussi, je vais un peu passer brièvement, c'était aussi, c'est peut-être un peu petit pour certains, au loin, on va dire ça comme ça. Simplement pour dire que le nombre de patients, on a fait une fourchette nombre de patients de 2018 à 2021 pour le domicile. En 2018, on en avait 163. En 2021, on est passé de 163 à 715. D'accord? Et donc, et ça, c'est le domicile, c'est le nombre d'interventions. Comparatif, donc 2018-2021, file active, tout lieu confondu, année 2018, 725, 2019, 742, 724 en 2020 et 846 en 2021. Le nombre de patients et le nombre d'interventions. Comment? C'est le nombre d'interventions et le nombre de patients. Voilà, tout à fait. Et là, on note aussi qu'on a beaucoup quand même, et notamment surtout mes collègues infirmières, ont énormément d'interventions téléphoniques. Ce qu'elles appellent communément les prises de nouvelles régulières, où elles vont passer, que ce soit auprès du patient bien sûr et de la famille, d'une manière, j'allais dire plutôt spontanée, pour prendre des nouvelles, en général, selon les situations qu'on a à domicile, ça peut être une fois par semaine, 2 fois par semaine aussi, ou une fois tous les 15 jours. Ça, c'est selon la perception qu'elles ont et surtout les retours aussi des collègues libéraux. Bon, j'ai bien fait comme on m'a dit, mais ça bloque. Alors, je suis désolée. Non, c'est juste avant. Non, avant. C'est là? 7. Voilà, j'en étais au 6, voilà, c'est la 7. C'est ça là? Donc la file active en 2021, donc 846. Le total, donc 846 personnes. Le total des décès à domicile, et donc puisqu'on inclut l'EHPAD, puisque c'est un domicile, on a eu 120 personnes qui sont décédées au domicile. Décès en structure, 250, soit un total donc de 370 personnes qui sont décédées en 2021. Donc ça montre quand même que entre les structures et décès à domicile, il y a quand même encore un écart important. Je ne vais pas y arriver. J'ai l'habitude en plus d'un Mac, alors maintenant je ne sais plus. Voilà. Mais sinon c'est juste des photos, je pense. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu.
comment les habitations dans les Hautes-Alpes et comment on peut y arriver. Là, le talon aiguille n'est pas requis pour y aller. Voilà. Ça, par contre, je vais vous la laisser parce que on est au printemps et c'est quand même printemps-été. Et là, c'est quand même plus facile. Ce sont des images que j'ai prises du Queyras. Hein. Donc c'est vrai que le Queyras, je n'ai pas choisi non plus la vallée la plus accessible des Hautes-Alpes. Il faut quand même le reconnaître. Mais il n'empêche qu'on est appelé aussi à aller dans le Queyras. Donc je vais vous parler là d'une rencontre. Parce que moi j'aime à dire que quand que ça soit à l'hôpital ou autre structure ou qui plus est à domicile, pour moi c'est souvent des rencontres. Au sens, j'allais dire, comme pourrait le définir Lévinas, rencontrer quelqu'un, c'est être touché par cet autre. Donc pour moi, j'ai coutume de dire, ce sont des belles rencontres. Et Monsieur T fait partie aussi de ces belles rencontres. Donc Monsieur T, âgé de 75 ans, il est retraité de l'éducation nationale, 65 ans, pardon. Retraité de l'éducation nationale, il a été directeur d'établissement, et puis aussi il a beaucoup travaillé en tant que pédagogue. En septembre 2020, on lui a diagnostiqué un glioblastome. Il a eu de la radiothérapie, pas opérable, et puis à un moment donné, il n'a plus de traitement. Fin janvier 2021, il a fait une TS. Alors, j'hésite encore à dire une TS. Après, on est arrivé, nous, après coup. En tous les cas, il y a eu une volonté quand même de se taillader les veines. Il n'y a pas eu ni d'intervention du SAMU, etc. Mais il y a eu ce geste. Alors, est-ce qu'on a mis ça sur le compte d'un trouble cognitif? Est-ce que c'était une véritable envie, on va dire, de mettre fin à ces jours? Ça a toujours été le point d'interrogation. Puisque moi, je suis revenue là-dessus et il n'a pas su vraiment me dire ce qui s'était passé. Donc, la première visite de l'équipe mobile a lieu le 1er février 2021. Et suite d'ailleurs à cette TS, le médecin traitant l'avait mis sous antidépresseur. À partir du mois de février, le 1er février, je rendrai visite à Monsieur T tous les 15 jours. Juste pour dire que c'est à 25 km de Gap. C'est juste pour ce à quoi on faisait référence tout à l'heure. Lors d'une visite, donc régulièrement, j'irai le voir. En général, il habite une maison, une très belle maison. Sa compagne, il vit avec une compagne avec laquelle il vit depuis 10 ans. Il a 3 enfants, dont un fils qui habite le Brésil, et qui est psychologue. D'emblée, il me le dira. Et puis deux autres enfants qui sont dans Paris et Montpellier. Et puis cette nouvelle compagne depuis 10 ans, donc qui est avec lui. Et très vite, l'idée c'était de terminer sa vie chez lui. Donc, lors d'une visite en septembre 2020, j'échange donc avec Monsieur T. Il paraît apaisé. Il est en mesure encore d'exprimer avec pertinence ses ressentis. Il apprécie de pouvoir échanger autour de la maladie et des conséquences de la maladie, c'est-à-dire ses pertes d'autonomie. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, ne pouvait plus écrire, ne pouvait plus dessiner, parce qu'il aimait beaucoup dessiner. Et d'une manière, là, je livre un petit peu sans avoir quelque chose de chronologique, mais il y a eu un moment donné où il a pu reprendre le crayon à papier et faire quelques esquisses. Et ça, pour lui, ça a été vraiment quelque chose de très valorisant à ce moment-là.
Et souvent, il me montrait les dessins qu'il avait pu faire entre nos rendez-vous. Pour autant, dira ne plus envisager l'incurabilité de la maladie, mais plus parlera d'une possibilité de vivre encore. Parce que dans un premier temps, il parlait essentiellement de toutes ces pertes, ce qui était normal puisqu'il régulièrement, moi je l'ai connu, il marchait encore relativement bien, après ça a été là, il s'appuyait sur une canne, mais en tous les cas, tout ce qui était perte physique, à un moment donné, j'allais dire, il les a mis un peu de côté, comme si ce qui était important pour lui, c'était de vivre encore, de pouvoir écouter sa musique, de pouvoir quelquefois un peu dessiner, et c'était ça qui était mis en premier plan dans nos entretiens. Lors d'une visite, c'était aux alentours de septembre, mi-septembre, je sens bien que la compagne de Monsieur T est vraiment fatiguée, voire épuisée, parce que Monsieur T se lève régulièrement la nuit. Depuis quelque temps, ils font chambre à part, même si la chambre de Madame n'est pas très loin, mais elle arrive à ne plus pratiquement quasiment dormir, tellement qu'elle est inquiète, tellement qu'elle s'inquiète aussi, elle a peur des risques de chute, etc. Je voulais juste aussi rappeler, alors peut-être que je ne l'ai pas fait auparavant, que sur le plan médical, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment d'intervention de médecins, que ce soit médecin de l'équipe mobile, médecin traitant, il était là en appui, mais il y avait peu d'intervention. Il y avait un passage infirmier qui a vraiment commencé à se mettre en place en début d'année, donc 2021, mais c'était surtout par rapport aux médicaments, puisque la toilette, il était encore assez autonome pour la faire, avec l'aide de sa compagne. Elle arrivait à mettre, par exemple, pour s'habiller, il arrivait encore à s'habiller assez tardivement dans la nuit. Donc moi je les trouve quand même assez épuisés, et surtout elle, et je propose, si c'est possible, avec l'accord bien sûr du médecin de l'USP, un séjour de répit, ce qu'il accepte. Donc il restera à l'unité de soins palliatifs à peu près, on va dire, une quinzaine de jours. Au terme de ce séjour, il pourra retourner à domicile pendant, on va dire, environ 3 semaines. Nouveau séjour en USP, puis, puisque l'USP, par j'allais dire définition, c'est un court séjour, il lui est proposé d'avoir un transfert en SSR, car le fin octobre 2021, le retour à domicile n'est plus possible. Il n'est plus en capacité de rester, on va dire, presque pas seul, puisque sa compagne est toujours avec lui, mais disons que ces troubles cognitifs deviennent de plus en plus invalides dans le quotidien. Au cours de ces derniers échanges que j'aurai, que ce soit, puisque moi j'ai eu la possibilité de les voir à domicile, mais aussi à l'unité de soins palliatifs, et ça a été quand même, j'allais dire, un lien quand même très, très satisfaisant. Parce qu'il faut imaginer, alors vous avez tous certainement été confrontés à ce genre de pathologie, c'est des personnes quand même qui sont quand même très, comment dirais-je, invalidées au niveau de l'espace, au niveau du temps, et arriver dans un nouveau lieu que bien évidemment qu'ils ne connaissaient pas, avoir peut-être une tête connue, en tous les cas, pratiquement jusqu'au dernier moment de sa vie, il a eu cette capacité de reconnaître les gens qu'il connaissait. Et j'allais dire, j'en faisais partie. Lors de l'échange avec le couple, monsieur et madame auront besoin d'aborder la juste place de chacun quant à la perte d'autonomie de monsieur T. Donc ça c'était avant qu'ils aillent en SSR. Madame reconnaît qu'elle commence à être épuisée.
Et là, je lui propose l'intervention d'assistante sociale. Mais elle se dit aussi épuisée, elle a même une conduite d'évitement par rapport à tout ce qui est démarche administrative vis-à-vis de tout ça. Monsieur T, quant à lui, dira se sentir mieux moralement et l'idéation semble plus performante. Ce qui était intéressant, mais c'était assez surprenant de voir d'un côté une dame qui commence à être vraiment épuisée physiquement, psychiquement, et ce monsieur qui, même au niveau en termes de capacité d'idéation, arrivait à être encore davantage performant. Et on voyait bien, j'allais dire, le déséquilibre finalement d'une dame épuisée et d'un monsieur qui était relativement pas bien, mais en tous les cas psychiquement arrivait et surtout cognitivement était capable encore de donner un peu le change. Une autre fois, la compagne de Monsieur T dira donc être épuisée dans l'accompagnement de son conjoint. Son état s'est altéré, la communication est difficile car problème de concentration, fatigue intellectuelle, ralentissement de la pensée. Monsieur T est conscient de son état et en est désolé pour sa compagne. Cette dernière étant elle-même dans la culpabilité, entre guillemets, de craquer. Dit devoir, entre guillemets, aussi donner le change, mais épuisée et de devoir, comme elle le disait, entre guillemets, le drive pour les gestes de la vie quotidienne. Lui, il a tendance à oublier, et notamment, par exemple, pour tout ce qui est de l'ordre du repas, il n'arrive plus à savoir s'il faut manger, pas manger, etc. Monsieur T abordera la question de la dignité à un moment donné. Besoin de dormir, car la réalité était trop difficile à ce moment-là. À un moment donné, il a été même question de partir en Suisse aussi. C'était aussi, on a abordé cette question-là, du soin palliatif, la législation française, etc. Et moi, quand je me trouvais avec le couple, ils étaient tous les deux, j'ai aussi abordé bien évidemment la question de la sédation profonde et continue, en disant comment ça pouvait se mettre aussi en place. Ce qui a paru quand même les rassurer que ça pouvait exister. Ils ne le savaient pas. On parlait de la Suisse, de la Belgique, mais on ne savait pas ce qui se faisait chez nous en France. Donc c'est ainsi qu'il y a eu ce séjour de répit. Et puis, donc après, ce que je disais tout à l'heure, il est arrivé en SSR, il est en octobre 2021, et M. T est décédé le 4 novembre 2021. Alors que c'est anecdotique, mais moi ça m'a quand même interrogé aussi, c'est qu'entre-temps j'avais eu sa compagne, alors nous de notre place d'équipe mobile, vu qu'on a des lits identifiés dans ce SSR, il est quelquefois, et en l'occurrence moi, de ma place de psychologue, je ne m'interdis pas d'aller voir les personnes que j'ai suivies pendant un certain temps, tout en étant respectueux bien évidemment des soignants qui sont dans le SSR et notamment de ma collègue psychologue. Et ce jour-là, quand elle m'a appelé la veille, je lui ai dit écoutez, moi ce que je vous propose c'est de venir le lendemain. Et je suis arrivée le lendemain, monsieur était déjà sédaté et donc je propose à madame de prendre un petit temps avec elle. Et le temps qu'on a eu, on va dire peut-être une demi-heure, 40 minutes, mes collègues soignants du SSR en ont profité pour faire la toilette de monsieur. Et 40 minutes, eh bien, il en est venu nous dire que monsieur T était décédé. Moi, ça m'a interpellée parce que quelque part, j'ai été là. J'ai été là quelque part avec son épouse, enfin son épouse, sa compagne, peu importe, et qui peut-être, j'ai pas la réponse, hein, ça m'interroge toujours, mais c'est quand même des coïncidences qui sont en tous les cas, qui peuvent aussi nous interpeller. Donc à partir de cette situation clinique, je vous propose juste quelques pistes de réflexion.
L'hôpital, le domicile, est-ce qu'on a avant nous le choix? Nous, dans le 05, on a une association qui s'appelle Kairos, qui est un peu l'opposé du Chronos, et qui interroge le temps juste, le temps propice. Et quelque part, ce Kairos, le temps juste, le lieu juste aussi, on pourrait dire. Et on pourrait aussi s'interroger qui est ce nous? Le patient, la famille, on a coutume d'appeler la famille les aidants naturels, les soignants, les idéaux libéraux, les médecins libéraux, l'équipe mobile territoriale, mais aussi les bénévoles. Sans doute une expérience collective d'une création, quelque part. Pour moi, le domicile, c'est chaque fois une création ou une recréation, puisqu'on a affaire à chaque fois, bien évidemment, des personnes différentes et des lieux différents. Le chez-soi, un lieu privilégié qui garantit ou qui garantirait la stabilité de l'identité et de l'intimité de la personne. Plus qu'un lieu, c'est un espace qu'il s'agit donc de créer, le lieu existant. Mais il s'agit aussi de l'investir, ce lieu, de façon différente à chaque fois. Aujourd'hui, pour des raisons de choix, de coût, le domicile est considéré comme le lieu le plus approprié pour vivre le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions, notamment, quel que soit l'âge, la fragilité, la vulnérabilité de la personne. Alors, on peut s'interroger, est-ce que le domicile, est-ce que c'est le lieu de vie? Mais quand on est confronté aux pertes d'autonomie liées à la maladie, le domicile n'est plus seulement le lieu de vie, de l'intime, c'est aussi un lieu de soins. Que dire des EHPAD? Peut-on parler d'un chez-soi quand on vit dans un lieu de vie collectif aussi? Mais ce qui nous paraît essentiel, ce n'est pas tant le lieu choisi, mais l'utilisation dans la pensée qu'on peut faire de ce lieu aussi. La fonction des soignants sera alors de procurer un environnement facilitant pour le patient et sa famille. Alors quand je dis un environnement facilitant, je pense surtout à apporter un étayage extérieur, afin de soutenir un étayage psychique plutôt plus interne du patient, qui devient de plus en plus fragile à mesure que la maladie avance. Ce qui est aussi, depuis que je fais le domicile, mais ce qu'on éprouve déjà quand on travaille en équipe mobile, c'est la notion d'invité. Mais alors là, au domicile, elle prend encore davantage, je trouve, de place. Quand je dis même en structure, il est rare quand même que les patients demandent à ce qu'une équipe mobile de soins palliatifs vienne les rendre visite. Et on est chaque fois l'invité d'un service. On ne fait pas partie du service dans lequel on intervient. Ben, c'est la même chose, mais je dirais d'une manière peut-être encore plus prégnante, avec cette notion de lieu de vie. On est invité, on n'est pas chez soi. On n'est pas, moi, je ne reçois pas la personne dans mon bureau. Bon, chez moi, j'allais dire à l'hôpital, c'est mon bureau de psychologue. Et en ce sens-là, je dirais même le bénévole, je dirais le troisième partenaire, on va dire ça, du maintien à domicile, hein, si on prend tous les libéraux, donc l'équipe mobile de soins palliatifs. Je dirais le troisième partenaire, c'est aussi le bénévole quand il a la possibilité d'aller à domicile. C'est aussi un invité, mais c'est aussi la société qui vient aussi à domicile. Puisqu'on sait très bien que le maintien à domicile, quelquefois, il est aussi... alors oui, il y a des relations qui continuent enfin, les amis, les relations, mais souvent... Et je ne pense pas être la seule à avoir entendu ça, que les patients, les familles disent on ne voit pas grand monde. Hein. Avant ils venaient au début, et puis maintenant, plus ça va, moins on voit on a de visites. Et en ce sens-là, le bénévole aussi peut apporter aussi ce lien social.
La question aussi que je me suis souvent posée, c'est peut-on soigner à domicile tout en restant au seuil de l'intime de la personne? Parce que la notion aussi d'intime, d'intimité est aussi interrogée quand on va à domicile. Alors pour... je dois être dans les temps là. Oui, c'est bon. Oui, ça va. Pour juste conclure, je ne sais pas conclure, mais en tous les cas, donner encore peut-être quelques pistes de réflexion. À domicile, rester chez soi, retrouver de mille façons ses repères, les plus familiers, au cœur de l'inquiétante étrangeté qu'est l'approche de la mort. C'est pouvoir aussi encore agir, régler certaines choses, ses affaires, comme on dit souvent. Pour peut-être se retrouver aussi soi-même, c'est aussi vivre la relation avec ses proches de façon naturelle. C'est enfin une certaine perte de l'excès de pouvoir médical. Quand je dis médical, c'est au sens large du terme, hein. Médical, soignant. Puisque c'est les soignants qui viennent chez la personne, ce qui modifie aussi les rapports. Mais aussi le domicile peut être aussi lieu d'agressivité, de violence quelquefois, souvent de prise de pouvoir aussi, liée aussi à la perte d'autonomie aussi de la personne. La difficulté aussi qu'ont les soignants quelquefois à pouvoir accéder aux patients, ça on entend souvent par rapport à la famille, par rapport à... C'est difficile, hein, bon, ça se fait de moins en moins, mais encore ça se fait, hein, où on fait sortir la famille en institution. Là, c'est quand même un peu compliqué de faire sortir la famille. Alors oui, on ne peut pas faire sortir de la chambre dans le salon, mais c'est quand même aussi prendre en compte cet aspect-là. La famille, quand elle peut se sentir aussi totalement envahie par la quantité impressionnante d'intervenants dans son espace intime. Quelquefois, moi, ça m'a aussi interrogé. On arrive, alors, on a toujours aussi cette idée, et je pense que vous le faites aussi, de se dire, mais on va peut-être pas débarquer médecin, infirmière, psychologue d'un seul coup, trois personnes d'un seul coup, qui plus est si il y a peut-être l'infirmière libérale qui est à ce moment-là. Donc on essaye c'est toujours pareil, par l'analyse de la demande, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Est-ce que c'est le binôme psychologue-médecin? Est-ce que c'est l'infirmière et le médecin dans un premier temps, ou la psychologue et l'infirmière? Donc ça, c'est toutes aussi des questions, je pense, aussi à se poser. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, on a une HAD aussi dans le 05, avec laquelle, bien sûr, on collabore. Mais ce qui me fait penser, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi la place que prennent tous les médicaments, quand il y a par exemple le maintien à domicile avec l'HAD. Il y a quelques fois, on se rend compte que c'est plus un salon. Alors il y a le lit médicalisé, oui, c'est important, bien évidemment, mais il y a aussi toute la maladie qui prend aussi beaucoup d'espace. Bref, la question des limites doit être régulièrement travaillée. Moi, j'aurais tendance aussi à dire quelque part, je dirais peut-être quelque part en conclusion, lorsqu'on pose la question à un patient, pour vous, être chez vous, ce serait quoi? Alors vous permettez que se réveille le désir de la personne, le désir peut-être d'habiter un ailleurs, pas forcément chez soi. Voilà, je vous remercie.